Bon, il est 17h pile. Je propose qu'on commence. Et puis, s'il y a des retardataires, ils nous prendront en cours de route. Alors, nous sommes un peu désolés de vous parler avec nos masques, mais voilà, c'est la règle. Donc, vous les avez, nous les avons, et il nous est demandé de les garder, même en maintenant des distances de sécurité. Donc, nous allons les garder. Et si il y a des choses que vous ne comprenez pas, si c'est un peu compliqué, si on n'articule pas assez, parce qu'effectivement, il n'y a pas les mimiques. Il n'y a pas les mimiques. N'hésitez pas à lever la main et nous le dire, parce qu'on n'est pas non plus vraiment habitué à parler en conférence avec ces masques. Voilà, donc bonjour à tous et bienvenue à cette rencontre. Alors, à l'intitulé déjà assez engageant, hein, mes convictions, mes engagements. Merci à la ville de Strasbourg de nous accueillir à ce Forum des religions. Donc c'est une rencontre en partenariat avec le journal Le Monde et notamment la rubrique Le Monde des religions, qui est aussi une chaîne sur le site du Monde et qui traite de l'actualité du fait religieux. Voilà, donc je me présente, moi je suis Claire Legros, je suis journaliste au Monde et je travaille au service des débats et des idées. Voilà, c'est un joli nom. Et donc cette rencontre n'est pas à proprement parler un débat, ça ne sera pas un débat, c'est un moment de témoignage, hein, un moment de partage, voilà, sur des convictions et sur des parcours en prise avec des réalités sociales, des réalités professionnelles, vous allez voir, humanitaires aussi, qui peuvent nous inspirer et en tout cas qui nous racontent une part de notre société. Alors, les personnalités que nous recevons aujourd'hui sont donc profondément engagées dans leur vie professionnelle, sociale. Elles sont aussi, j'ai un peu de buée. Elles sont aussi croyantes et pratiquantes et nous allons donc leur demander quel rôle joue cet enracinement religieux, quel rôle joue leur foi, leur culture religieuse aussi dans leur engagement. Alors, je vais vous présenter donc nos deux intervenants. Alors, Véronique Fayet, à ma gauche, est présidente du Secours catholique. Alors, Véronique, vous êtes catholique pratiquante. Vous avez d'abord fait des études d'économie du développement. Puis vous êtes partie 18 mois en Afghanistan. Ensuite, de retour en France, vous êtes devenu membre d'ATD Quart-Monde à Bordeaux. Donc vous avez œuvré auprès des plus précaires. Et puis vous êtes entré en politique. Alors vous m'avez dit dans l'équipe de Jacques Chaban-Delmas, puis celle d'Alain Juppé. Et ensuite vous avez fait un retour à la vie associative. En 2014, vous êtes devenue présidente du Secours catholique. Et vous avez écrit un livre, Révolution fraternelle, le cri des pauvres. Alors, à votre gauche, alors Abdenour Aïn Seba, vous êtes chef d'entreprise et président de IT Partner, c'est comme ça qu'on dit? On peut le dire en français, IT Partner, ça marche. Bon, alors, voilà. Et donc, c'est une société de services en informatique que vous avez créée en 1995. Voilà, alors vous êtes musulman pratiquant, vous êtes impliqué dans le dialogue interreligieux, et vous avez cofondé, quand vous étiez étudiant, j'ai noté ça, une association en faveur du dialogue entre chrétiens, juifs et musulmans. Bon, vous nous raconterez, là je fais un panorama un petit peu rapide, mais voilà, et en même temps vous êtes partisan, et ça vous me l'avez dit, d'une stricte neutralité dans l'entreprise. Donc vous nous raconterez un petit peu pourquoi. Voilà, vous avez été aussi impliqué au sein du Centre des jeunes dirigeants à Lyon, vous en avez été le président, et vous êtes aussi engagé dans différentes associations sociales et humanitaires. Alors, on va faire en deux temps. Donc, dans un premier temps, nos invités vont nous raconter leurs convictions, leurs engagements, donc leur parcours. Et puis, je vais leur poser des questions aussi pour que ce soit un peu interactif autour de leur vision de la société, de la place des religions dans la société.
Et puis dans un deuxième temps, vous aurez la parole pour des questions. Et donc n'hésitez pas à rebondir et à les préparer. Voilà, donc on va commencer. Ma première question s'adresse d'abord à Véronique Fayet. Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi à 2 reprises de vous engager auprès des personnes qui vivent dans la précarité? Et puis quel a été le moteur de votre engagement et quel rôle la religion a-t-elle joué? Merci, bonjour à tous. Donc, je suis très heureuse d'être en dialogue avec quelqu'un que je découvre en même temps que vous, mais je pense qu'on va passer un bon moment. Quel est, en quelques mots, un peu mon itinéraire? Parce que finalement, quand je regarde en arrière, j'ai quand même un âge certain. Je fais partie des plus de 65 ans qui sont menacés par le virus. Je m'aperçois qu'il y a une espèce de fil rouge, une logique. Bon, quand j'étais adolescente, je crois que, un peu comme beaucoup de gens, je voulais changer le monde. Voilà, j'avais une espèce de curiosité rebelle en moi, qui est propre sans doute aux adolescents. Voilà, je voulais sortir de mon milieu, qui était un milieu assez protégé. Je voulais changer la place des femmes dans le monde, parce que je trouvais que les femmes que je voyais autour de moi, mes mères, tantes, etc., qui avaient passé toute leur vie au foyer, ça m'allait pas, je voulais faire des études. Voilà. Et puis il y a quand même eu un déclic assez jeune, mais que j'ai relu longtemps après. J'avais 13-14 ans, j'étais au collège à Mulhouse. À l'époque, j'habitais Mulhouse, parce que mon père était militaire, donc aux Ursulines à Mulhouse. Et ses chères sœurs avaient invité l'abbé Pierre, qui nous a parlé dans un immense gymnase. Il y avait, je pense que tout le collège était réuni. Et il nous a raconté l'histoire de son premier compagnon. Et comment, vous la connaissez, cette histoire, je la fais en cours, un homme qui se suicide, enfin qui fait une tentative de suicide, qui se rate au moment de l'hiver 54. Et donc l'abbé Pierre qui est appelé à son chevet et qui lui dit « Écoute, moi franchement, je peux rien faire pour toi. Voilà. En revanche, toi, tu pourrais peut-être m'aider, j'ai besoin de toi. » Et ce gars s'est remis debout parce que quelqu'un lui a dit « J'ai besoin de toi. » Il s'est remis debout, il est devenu le premier compagnon, et toute l'histoire des compagnons d'Emmaüs part de cet homme qui n'avait plus de sens à sa vie, au fond, et à qui quelqu'un dit « J'ai besoin de toi ». Et cette histoire m'a frappé en plein cœur, m'a brûlé le cœur au sens strict du terme, mais sur le moment je m'en suis pas aperçue parce que j'avais 13-14 ans, je sais même pas si j'en ai parlé à mes parents ou à quelqu'un, etc. C'est longtemps après que je me suis dit mais il s'est passé quelque chose ce jour-là, parce que au fond maintenant, encore aujourd'hui, j'ai la conviction que cette petite phrase « j'ai besoin de toi », quand on est capable de la dire à des gens qui sont vraiment dans une grande détresse, qui se sentent exclus, marginalisés, inutiles, etc. C'est vraiment quelque chose de salvateur. C'est vraiment quelque chose une petite phrase magique qui remet debout et qu'on essaye de vivre et de prononcer le plus souvent possible au Secours catholique. Voilà. Donc il y a eu ce petit déclic de l'abbé Pierre, et puis après, voilà, c'est ce désir de s'engager, de faire des études d'économie, justement, pour changer le monde, de commencer à s'engager. Alors, j'étais engagée à Nancy, je suis l'itinéraire militaire, donc à Nancy, avec une association d'alphabétisation qui s'appelait, j'ai retrouvé le nom hier, Association de solidarité et d'amitié arabo-française. L'ASAF, je ne sais pas si ça existe toujours. Voilà. Et puis aussi un engagement avec les chiffonniers d'Emmaüs, parce que l'abbé Pierre m'avait marqué, donc avec celui qui allait devenir mon époux, on a fait des camps de chiffonniers d'Emmaüs l'été, on suivait l'abbé Pierre, et l'abbé Pierre nous disait quelque chose de très fort, il nous martelait ça, il nous disait, face à la pauvreté, il faut soulager la misère, la souffrance, la détresse, mais dans le même temps, il faut s'attaquer à détruire les causes. Et moi, ça m'allait bien dans mes études d'économie. Je me disais, c'est sans doute comme ça qu'on peut détruire les causes de la misère. Et l'abbé Pierre insistait beaucoup sur ces deux jambes, quoi. Soulager la souffrance immédiate, on ne peut pas laisser quelqu'un dans la souffrance, mais en même temps s'attaquer aux causes structurelles qui produisent de la pauvreté dans notre société. Donc ça m'allait bien, ça allait bien dans mon schéma d'études. Et puis après,
Bon, je crois qu'il y a eu un enchaînement de rencontres. La rencontre avec l'abbé Pierre en est une. Les rencontres que j'ai pu faire en Afghanistan aussi m'ont beaucoup marqué. Peut-être que je pourrais y revenir. Notamment, à l'époque, personne ne savait où était l'Afghanistan. Et évidemment, avec mon mari, on arrivait, on était coopérants, on se disait qu'on allait apporter la bonne parole. Et on a vite compris qu'on n'avait rien du tout à leur apporter. Mais par contre, qu'on avait beaucoup à apprendre justement de leur façon extrêmement digne de vivre la pauvreté, mais avec de l'entraide familiale, avec des valeurs, enfin avec des très belles choses, avec un islam justement à l'époque très ouvert. On parlait énormément, on avait un petit peu appris la langue suffisamment pour pouvoir parler justement entre religions du livre et se faire confiance. Donc des très belles découvertes en Afghanistan. Et à mon retour, notre retour, on voulait repartir dans des pays en voie de développement, comme on disait à l'époque, et puis finalement ça s'est pas fait comme ça. Bon, ça a été la rencontre de la pauvreté en France. J'avais pas réalisé jusqu'à l'époque que la pauvreté elle était aussi présente en France, donc avec le mouvement ATD Quart Monde, évidemment des très belles rencontres autour du père Brzezinski et de Geneviève de Gaulle, des figures marquantes, mais peut-être encore plus des rencontres d'amitié avec des familles pauvres et qui durent encore aujourd'hui. Et ça, c'est ça qui a aussi profondément transformé ma vie, c'est de rentrer en amitié avec notamment un jeune couple qui avait notre âge à l'époque, qui avait des enfants de notre âge. Voilà, on a fait beaucoup de choses ensemble. Nous, on vivait dans une maison sympathique et agréable à Bordeaux, et eux, ils étaient dans qui était quasi un bidonville, une cabane en bois, il n'y avait pas l'eau, il n'y avait pas l'électricité, etc. Et donc ces relations d'amitié qui durent toujours, parce que maintenant lui est décédé, mais on est resté amis avec les enfants, on a été au baptême d'un petit enfant il y a 15 jours, voilà. Ça m'a profondément et cette amitié, on retrouve cette idée d'amitié sociale et de fraternité dans la nouvelle encyclique du pape, a transformé ma vie, parce qu'elle m'a aidé à comprendre de l'intérieur, si je puis dire, ce que veut dire être très pauvre en France, ce que veut dire être exclu, ce que veut dire toujours être marginalisé. Voilà. Et puis en 89, c'est à nouveau un appel de l'adjointe au maire de Jacques Chaban-Delmas, que je côtoyais par ATD Quart Monde. Bon, on se voyait, on s'appréciait, etc. Et puis un jour, elle vient me dire Chaban est d'accord, donc vous avez 3 jours pour nous rejoindre dans l'équipe municipale, donc en 1989. Donc là, ça a été une petite surprise. Je dis oui, si vous permettez, je vais quand même aller en discuter avec mon mari, avec mes amis d'ATD Quart Monde. Alors c'est vrai que la chose publique m'intéressait, la chose politique m'intéressait. Bon, je croyais que j'étais de gauche. Chaban n'était pas vraiment de droite non plus. Chaban, c'était quand même la nouvelle société. C'était quand même effectivement un homme de droite, mais inclassable, très moderne, très progressiste. Voilà. Et donc j'ai fait ce premier mandat avec lui très compliqué parce qu'il était en fin de règne. Donc voilà, ça a été quand même assez douloureux. Et en revanche, en 1995, donc Alain Juppé m'a gardé et m'a demandé de venir adjoint. Donc là aussi, 3 mandats, donc 18 ans, passionnants d'activité d'élu local, qui est à mon avis le plus beau mandat qu'on puisse avoir, parce que comme élu local, voilà, on a vraiment la capacité à changer des choses. Voilà. Alors, comment est-ce que la religion vient interférer dans tout ça, voilà. Alors, je me dis que c'est... En fait, au début, c'était pas présent, parce qu'au début, ma phase de rébellion, d'ado, j'avais un lien un petit peu lointain, ou du moins juste culturel, avec l'Église et la religion. J'avais pas encore eu de choc un peu personnel, voilà. Mais c'est plutôt a posteriori qu'en relisant, je disais par exemple cet événement de la rencontre avec l'abbé Pierre, et même cette rébellion, ce désir de justice que j'avais en moi, et pourquoi moi et pas mes frères et sœurs, alors qu'on avait la même éducation, au bout d'un moment j'ai fini par comprendre que ça venait d'ailleurs, voilà, que c'était un don et que c'est quelque chose que je pouvais nommer après comme la trace de Dieu dans ma vie. Mais pour autant, la religion, et donc
c'est un long chemin, donc une amitié, une intimité avec Dieu qui est de plus en plus, qui grandit chaque jour, mais pas à pas, avec des allers-retours, des moments de désert et tout. Cet ancrage religieux qui est devenu de plus en plus fort au fil des années, c'est pas un code pour agir, ça certainement pas. C'est plutôt effectivement des outils de relecture, le moyen de relire ce qu'on fait, et justement de s'assurer qu'on reste dans le service, quoi qu'il arrive. Hein. Donc ça permet de rester dans une posture de service, quoi qu'il arrive. Bon, quand on est adjoint au maire, on a forcément un petit peu de pouvoir, ou du moins on croit en avoir. On ne pas se vanter de nos réussites, ne pas non plus se lamenter et se culpabiliser des échecs, donc avoir cette mise à distance grâce à la foi, et se sentir parfois serviteur inutile ou serviteur ordinaire. Alors il y a une très belle parabole dans l'Évangile d'un serviteur qui revient des champs, et bon, il trouve qu'il a quand même bien bossé et qu'il a le droit de se reposer, et son maître lui dit non, bon et fidèle serviteur, remets ton tablier, le service continue, tu n'es qu'un serviteur ordinaire. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'accompagne beaucoup, et qui permet, voilà, de garder de l'humour, de l'humilité. Humour, humilité, ça va un petit peu ensemble, en me disant qu'après tout, je ne suis qu'un serviteur ordinaire. Voilà, et donc je fais ce que je peux là où je suis à un moment donné, dans la vie politique à un moment donné, aujourd'hui au Secours catholique. Voilà. Et donc ça permet aussi cette humilité, ce recul, en fait prendre conscience que tout ce qu'on fait, pas tout, une grande partie de ce qu'on fait nous est donné par Dieu. Moi je le vis très, très concrètement, à condition de faire le maximum. Il ne s'agit pas de se dire « cuit les petits oiseaux, Dieu y pourvoira », c'est pas du tout ça, c'est faire le maximum avec toutes ses capacités, toute son intelligence, tout son engagement, voilà, et payer de sa personne, donner de son temps, mais croire aussi que l'échec ou la réussite ne nous appartient pas totalement. Voilà. Et que donc, voilà, il faut rester dans une posture d'humilité et de liberté. Et c'est cette liberté intérieure qui m'a permis de quitter la vie politique en 2014. Voilà. Ça a été difficile, ça a été un long discernement, parce que je me disais oh, tu abandonnes quelque chose qui est passionnant, voilà, avec des relations passionnantes, avec un vrai pouvoir d'action, une capacité à changer des choses, etc. Donc j'étais quand même, j'étais pas si libre que je pensais, j'étais bien attaché à certaines choses et à certaines parcelles de pouvoir, mais c'est dans une relecture religieuse et dans la prière que j'ai pu me dire, bah non, il est temps de partir, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais il faut laisser d'autres, il faut pas s'accrocher au pouvoir, pas s'accrocher à une mission, il faut que ça tourne, il faut qu'il y ait des jeunes qui passent et être disponibles pour autre chose. Voilà, donc ça, voilà, ce lien fort dans la prière m'a permis d'avoir cette liberté de partir, voilà, pas m'accrocher au pouvoir. Voilà. Bon, peut-être que j'ai assez parlé là. Alors, Abdinouraïn Seba, vous avez aussi de multiples engagements. Alors, quels sont ceux qui vous tiennent le plus à cœur et quel est votre moteur? Et est-ce que vous faites le lien avec votre religion? Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre invitation. Moi, je me reconnais un peu dans votre parcours. Évidemment, ce n'est pas les mêmes, probablement pas les mêmes histoires et pas les mêmes rencontres, mais... moi, ce que j'ai retenu de ce que vous avez dit sur la fin, c'est cette notion de liberté. Je pense que ce qui m'a guidé, alors est-ce que parce qu'on est issu d'une immigration, issu de la colonisation et qu'on a soif de liberté, je ne sais pas, je ne saurais pas dire pourquoi, mais en tout cas ce besoin de liberté, de pouvoir agir. La deuxième chose également que vous avez évoquée, c'est le besoin lorsqu'on est adolescent, et je pense que c'est le besoin de toute jeunesse, de toute adolescence, c'est de ne pas être véritablement dans le matériel ou dans le concret, mais peut-être de rêver d'être dans l'utopie. Et cette notion d'utopie qui peut servir le monde. Et lorsqu'on crée une entreprise, au final, on essaie de remplir
un espèce de vide qu'on ressent, un peu comme l'artiste avec sa toile vide, qui va essayer de créer quelque chose. Lorsqu'on crée une entreprise, il y a 1001 raisons, il y a une infinité de raisons pour lesquelles on peut créer une entreprise. Souvent, on la limite assez basiquement pour des choses, on va dire, pécuniaires ou financières, mais on crée une entreprise pour beaucoup plus que ça. On a besoin de réalisation, et je pense que moi, ce qui m'a le plus motivé lorsque j'ai créé mon entreprise, ça a été ce besoin de liberté, ce pouvoir d'exercer, ce pouvoir de pouvoir en fait construire quelque chose de nouveau sur une utopie. Et souvent, on est vite rattrapé par la gestion, on passe souvent du statut d'entrepreneur, c'est-à-dire entreprendre au quotidien, peser le pour et le contre, mais surtout voir les opportunités, savoir se remettre en question, faire preuve d'humilité également. Et on se transforme en gestionnaire et on perd de vue en fait l'essentiel, celui d'entreprendre, celui de prendre à plusieurs finalement. Mon histoire, elle commence à 18 ans quand je rentre à la fac. Je fais des sciences parce que j'étais bon en maths et en physique, donc je me suis dit que le plus simple c'était de faire des études scientifiques. Et à côté de ça, comme ça me nourrissait pas assez, j'ai créé une association avec trois amis pour venir en aide aux plus jeunes et faire du soutien scolaire. Voilà, c'était notre truc. On faisait du soutien scolaire, puis après on faisait des petits trucs, des petites fêtes pour les jeunes, pour éviter qu'ils traînent dans les quartiers. Et c'est quelque chose, ça a été ma première expérience entrepreneuriale finalement. Et de là, finalement, il y a un truc, moi j'aimais bien les religions par éducation, parce que mon père et ma mère sont des gens pratiquants, assez peu dans la culture, d'ailleurs maghrébine, mais beaucoup plus dans la religion, dans les préceptes religieux. Et nous ont éduqués, mes deux sœurs et moi, sur ces grands principes de religion, de respect de l'autre. Et donc, comme j'étais président de cette association, j'avais une église juste en bas de chez moi, j'avais jamais mis les pieds, j'y suis allé, puis j'ai été discuter avec le prêtre. Et puis, voilà, il y a une relation qui s'est créée entre nous, et puis est venu l'Aïd, et puis il a dit, je vais vous mettre à disposition une salle de l'église pour que la communauté musulmane puisse faire une fête le jour de l'Aïd. Et ça s'est fait, il y a eu plusieurs personnes de la paroisse qui se sont joints également à nous. Il y en a quelques-uns qui ont un peu râlé, mais le prêtre était vraiment engagé, donc ça a permis de créer un premier dialogue interreligieux, et puis ensuite j'ai été voir un représentant de la communauté juive, et puis également un pasteur, et on s'est réunis quelques fois comme ça. C'était ma première expérience, je dirais, deuxième expérience, on va dire entrepreneuriale, mais plus expérience de dialogue avec des gens qui, finalement, au fond, on pense pas exactement la même chose, mais en tout cas, on est assez proche sur les valeurs les plus essentielles. Voilà, ça s'est arrêté le jour où je suis parti au Canada faire ma maîtrise. Et lorsque je suis revenu, finalement, l'association, malheureusement, j'avais probablement pas su transmettre, et donc elle s'est arrêtée. Et quelques années plus tard, lorsque je crée mon entreprise, moi je suis né à Paris, j'ai grandi en région parisienne, à Meudon, dans les Hauts-de-Seine, et c'est là que j'avais créé cette association. Lorsque j'ai créé mon entreprise à Lyon, quelques années plus tard, comme je disais tout à l'heure, c'était pour répondre à un besoin de liberté, un besoin de réaliser quelque chose de différent. Et c'est vrai qu'on a construit une entreprise. Aujourd'hui, c'est une 50aine de collaborateurs. D'ailleurs, on a une agence à Nancy, et qui œuvront dans les métiers de l'informatique. Et on s'est toujours inscrit dans une logique d'accompagnement du territoire. On considère qu'une PME prend des ressources du territoire, mais se doit également d'apporter sur le territoire de la richesse qu'elle crée finalement doit pouvoir revenir au territoire. Et c'est vrai que lorsqu'on est patron de PME, on est inscrit sur ce territoire, on vit sur ce territoire, nos enfants grandissent sur ce territoire, et donc on a à cœur que ce territoire également soit accueillant et qu'il soit équilibré. Et c'est vrai que Lyon s'est développé depuis ces dernières décennies et a une vraie attractivité, non pas uniquement régionale ou nationale, mais internationale également. Et je pense que c'est le tissu économique qui permet cette attractivité, et je pense qu'on fait partie de ces acteurs locaux qui ne sont pas forcément visibles, en tout cas qui faisons en sorte que la notion d'altérité, la notion d'intégration également, des différences puissent exister au sein de collectifs qui la plupart du temps ne se sont pas choisis. Lorsque vous habitez dans un territoire, dans un quartier, vous choisissez ce quartier, donc vous avez des gens autour de vous qui vous ressemblent probablement assez. Lorsque vous choisissez une activité sportive, vous rencontrez des gens qui vous ressemblent aussi un peu. Quoique moi j'ai fait du rugby, ce n'était pas tout à fait le cas. Mais voilà, souvent on est avec des gens qui nous ressemblons. Moi, 80% des gens que je connais sont chefs d'entreprise. Voilà.
Donc, au bout de quelques années, j'ai eu besoin, là encore, parce qu'une entreprise, intellectuellement, notamment une PME, on a besoin d'autre chose, on a besoin de se nourrir d'autre chose. Et donc, j'étais à la rencontre d'une organisation patronale qui s'appelait le Centre des jeunes dirigeants et qui se voulait, comment dire, ni de droite ni de gauche, mais devant, en tout cas. Et c'est assez intéressant parce que c'est un mouvement qui, lorsqu'on produit des idées, elles sont reprises en général par les grandes organisations patronales 20-25 ans plus tard, ce qui montre quelque part que cette jeunesse entrepreneuriale est capable d'imaginer, de construire un monde différent. Donc je me suis vraiment extrêmement amusé dans cette organisation. J'en suis rapidement devenu le président local, président de Lyon, puis le président régional. Et ensuite, j'ai intégré le bureau national où je me suis occupé du dialogue social. Alors, pourquoi le dialogue social? C'est assez intéressant. Parce que lorsque je suis rentré président du CJD, il y a une chose qui m'a frappé, c'était qu'en tant que patron de PME, on a une certaine hantise, une certaine peur, c'est celle de se retrouver avec des organisations syndicales dans nos entreprises. C'est une véritable crainte que nous avons. Et donc, je me suis dit, ben non, on doit affronter cette peur. Et donc, j'ai été rencontrer, à l'époque, la patronne de la CFDT régionale, et on a commencé à dialoguer, à apprendre finalement à avoir une sémantique qu'on devait s'expliquer l'un l'autre. Quand je parlais de collaborateurs, elle, ça lui hérissait le poil. Elle me dit non, ce sont des salariés. Je lui dis non, c'est des collaborateurs. Et donc, on avait des conflits sémantiques comme ça. Quand elle parlait, moi je parlais de négociation, elle a utilisé autre chose. Enfin bref, donc c'était assez intéressant parce qu'on a pu construire une véritable amitié, une véritable compréhension finalement de ce qu'était une organisation syndicale, ce pourquoi elle se battait. J'ai participé à des congrès régionaux. J'ai même été invité à intervenir sur un congrès national de la CFDT. J'ai même fait partie du conseil scientifique national de la CFDT cadre, justement parce qu'ils avaient besoin d'avoir un regard un peu différent. Et je pense que lorsqu'on va vers l'autre, finalement, on se rend compte qu'il n'est pas si différent que nous. C'est une expérience d'altérité assez intéressante en tant que patron. Donc, lorsque j'ai fini mon parcours au CJD, je suis devenu administrateur d'un think tank parisien qui s'appelle Réalité de dialogue social et qui veut promouvoir un dialogue social loyal et efficient. Et donc, on dialogue avec les organisations syndicales et patronales également. Et là encore, c'est une expérience assez intéressante de se rendre compte que finalement, au-delà des logiques de posture, il y a une vraie volonté de défendre un intérêt général, enfin en tout cas ce qu'on estime être un intérêt général. Et c'est la confrontation et non pas l'affrontement, la confrontation des idées qui permettent de dégager quelque chose de différent, en tout cas d'aller sur des voies qu'on n'aurait pas imaginées au préalable. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé vice-président du CESER, du Conseil économique, social et environnemental régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, où je me suis occupé de la Commission Europe et internationale. À chaque fois, toutes ces expériences-là, ça a été des opportunités ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que lorsqu'on est jeune, on a l'utopie de transformer le monde. Et à chaque fois, cette idée-là m'est revenue. D'être libre. Mais pour pouvoir transformer le monde, il faut être libre. Il ne faut pas être attaché à des choses, à des cartes de visite, à une forme de notabilité dans laquelle on s'installe assez rapidement. Lorsque vous êtes vice-président d'une organisation qui participe à la gouvernance de la région, bah forcément, vous êtes attaché à ça. Et en fait, il faut être capable de s'en libérer. Moi, au bout de 4 ans, je n'ai pas voulu renouveler mon mandat. J'ai laissé la place à quelqu'un d'autre que j'ai mis en selle, parce qu'il me semblait que j'avais fait mon job, j'avais apporté, j'avais aidé à transformer le collège patronal, qui était beaucoup trop installé dans une vision un peu antédiluvienne du patronat. Le patronat a beaucoup changé. Enfin, je pense que vous avez dû vous en rendre compte, mais on a une autre approche en fait de l'économie. On a une autre approche également de la relation au travail, de la relation aux équipes, de la relation à la propriété que pourrait être l'entreprise. Et puis les différents mandats m'ont amené aussi à être administrateur de handicap international, qui m'a permis d'aller sur le terrain. Je n'ai pas été en Afghanistan, mais j'étais au Bangladesh l'année dernière, notamment dans le camp des réfugiés de Rohingya, qui est devenu malheureusement le plus grand camp de réfugiés au monde, plus grand que ceux qu'on avait en Afrique, en Kakuma par exemple. C'est 1 200 000 personnes qui sont réfugiées là-bas. Ce sont des expériences qui sont humaines, extrêmement fortes, de voir des gens qui vivaient sur un territoire, dans un village, dans une ville, paysans, relativement pauvres en général, et qui doivent tout perdre du jour au lendemain, et qui doivent aller s'enfermer dans un pays étranger, sans savoir de quoi sera fait le lendemain, de se retrouver avec des enfants qui ne peuvent plus aller à l'école, parce qu'il n'y a pas d'école, et de devoir finalement survivre de l'aide et de la solidarité internationale. Ce sont des expériences humaines lorsqu'on vit en France, lorsqu'on vit en Occident, dans un confort somme toute relatif, mais dans un confort malgré tout
au quotidien, se confronter à ce type d'expérience, je pense, est vraiment impactante. Et donc, en quoi la religion m'a aidé c'est ça la question. Hein. C'est en quoi la religion m'a aidé. Je pense qu'on n'a pas le même rapport à la religion à 20 ans qu'on l'a à 55 ans. Je pense que c'est quelque chose qui chemine. Je dis souvent que moi, j'ai créé ma boîte, j'avais 29 ans. On n'est pas entrepreneur à 29 ans comme on l'est à 55. Je pense que c'est valable pour tout. Hein. C'est comme dans une vie de couple, on n'a pas la même relation. Et je pense que la relation à Dieu est différente, tout simplement. Je pense qu'au début, elle est peut-être un peu plus dogmatique, peut-être qu'au début, on a besoin de comprendre des choses, on va sur des choses peut-être qui sont moins essentielles, petit à petit on se détache peut-être pour aller sur le fond des choses. C'est comme quand vous faites des études et que vous creusez. Moi, je fais des études scientifiques, et lorsque vous commencez à travailler sur la physique quantique, vous vous rendez compte que ça remet complètement en perspective, finalement, tout ce que vous avez appris depuis des années en physique classique. Et c'est toujours assez intéressant de voir que, finalement, aller cacher, aller creuser pour aller découvrir le mystère de Dieu, finalement. Et ça, on le découvre. On découvre ce besoin avec le temps. Au début, ça paraît pas essentiel. Peut-être qu'au début, lorsqu'on est musulman en France, dans une terre étrangère finalement à l'islam, on a peut-être besoin au début de se confronter à des gens qui nous ressemblent. Et puis on se rend compte que finalement, non, les gens qui nous ressemblent, ils sont comme tout le monde, ils ne sont pas forcément musulmans, ils peuvent être chrétiens, ils peuvent être athées également. En tout cas, ils peuvent être. On peut partager des valeurs au-delà évidemment des religions. Moi, ce qui m'a intéressé quand j'avais 20-21 ans, ça a été d'étudier les autres religions. Moi, j'ai appris ma religion en étudiant celle des autres. Hein. Et c'est marrant parce que il y a quelques années, je participais avec Monseigneur Barbarin, qui était archevêque le cardinal de Lyon, hein, et qui disait j'apprends de ma religion lorsque je vais dans une mosquée, lorsqu'une synagogue, j'apprends également sur ma religion. Et c'est cette expérience que moi j'avais fait quelques décennies plus tôt, et dans ces paroles, j'ai retrouvé mon parcours. Voilà, pour dire simplement qu'on comprend ce qu'on est, le rapport qu'on a à sa propre religion, aussi en allant vers ceux qui n'ont pas la même religion. Il n'y a pas besoin d'être dans un communautarisme pour creuser davantage sa relation à sa religion et sa relation à la foi. Je ne sais pas si j'ai entendu. C'est pas grave. Si, vous avez répondu, vous avez fait le lien en tout cas. Et cette appétence, moi je suis un peu curieuse, cette appétence pour le dialogue social, pour vous, est-ce que vous faites un lien direct avec votre religion ? Moi j'ai une phrase du Coran qui dit, Dieu dit dans le Coran, nous vous avons créés en tribus afin que vous vous entreconnaissiez. Et ça pour moi c'est la définition de l'altérité. C'est-à-dire qu'aller vers l'autre, c'est apprendre sur soi. Voilà. Et on ne peut pas apprendre de soi lorsqu'on s'enferme avec des gens qui pensent comme nous. C'est-à-dire que la pensée unique détruit finalement notre propre individuel et notre propre relation à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on perd en fait le sens de ce que nous avons en nous, au plus profond, pour adopter quelque part une posture qui sera plus extérieure. Dieu dans le Coran insiste beaucoup sur la notion d'intérieur et d'extérieur. Dieu dit « je suis l'intérieur et je suis l'extérieur ». Et qu'est-ce qui est l'intérieur, qu'est-ce qui est l'extérieur? Et donc le chemin de Dieu se fait aussi bien dans l'action également qu'une introspection. Et dans le dialogue social, j'ai trouvé des gens, je connais tous les patrons régionaux des organisations syndicales, la CGT, la CFDT. On passe des moments intéressants parce qu'on n'a pas les mêmes points de vue sur l'entreprise, mais en même temps, ils se rejoignent. C'est ça qui est intéressant, c'est que lorsqu'on discute entre patrons, on a vite fait de tomber dans des discussions, moi je dirais de comptoir, hein, c'est-à-dire que de toute façon les salariés ne veulent pas bosser, ça coûte trop cher, on paye trop d'impôts, les charges, les machins, etc. Bon, je pense que la réalité, si on est aussi nombreux à créer des entreprises et à vouloir, juste un point de comparaison, en moyenne en France, les salariés partent à la retraite à 59 ans, les patrons à 69. Donc a priori, si on reste 10 ans de plus, c'est que ce n'est pas non plus un enfer. Sinon, on partirait à 48. Alors, on est dans une société de plus en plus sécularisée. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est difficile de parler de religion dans le cadre de ses engagements? Alors peut-être, Véronique Fayet, vous qui avez eu un parcours politique,
Comment est-ce que les habitants de Bordeaux, par exemple, est-ce que les autres élus connaissaient vos convictions, ou bien est-ce que vous étiez plutôt discrète sur ce sujet? Quelle était la visibilité? Alors, dans une petite ville comme Bordeaux, qui est à peu près la taille de Strasbourg, je pense, tout se sait. Donc, effectivement, à partir du moment où vous êtes engagé et que vous vous en cachez pas, ça se sait. Mais moi, je n'ai jamais voulu brandir un étendard catholique dans ma posture d'élu. J'ai été élu quand même pendant 25 ans, ça fait quand même une bonne durée. J'ai toujours essayé de rester neutre dans mon engagement politique et dans mon action au quotidien. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment on peut avoir des partis chrétiens. Il y en a eu à un moment donné dans l'histoire politique française, il y en a dans d'autres pays qui se disent chrétiens, mais qui, à mon avis, n'ont plus des chrétiens que le nom, et qui, à la limite, deviennent un contre-témoignage, puisque pour s'afficher parti politique chrétien, il faudrait quand même être très, très exemplaire sur beaucoup de sujets, c'est un vrai défi. Par contre, je pense qu'il y a une façon chrétienne de faire de la politique. Ce qui, là, est bien différent, mais qui peut se cacher dans des choses anodines et qui sont plutôt, qui sont aussi où on se rejoint avec des humanistes. Je pense à un débat qu'on avait eu en conseil municipal ou en réunion d'adjoints, je ne sais plus, sur la question de l'autorisation des ouvertures de magasins le dimanche. À l'époque, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais les mairies avaient le droit d'autoriser l'ouverture des magasins le dimanche, 4 ou 5 dimanches par an. Voilà. Et c'était des débats sans fin, et moi j'y étais toujours très opposé. Et donc je me souviens d'un de mes collègues qui me dit « Ah oui, non mais toi c'est parce que t'es catho, tu veux aller à la messe ». Je dis « Non, ça n'a rien à voir, je suis désolé, ça n'a rien à voir ». Mais c'est plutôt une conviction humaniste, alors peut-être avec des racines chrétiennes, mais qui me faisait dire que pour vivre bien, chacun a besoin d'un jour par semaine où on peut ne plus être dans l'action, dans la consommation, etc., mais se déconnecter, ou plutôt se reconnecter à soi-même, se reconnecter à la nature, se reconnecter aux autres. Donc c'est mieux si c'est le même jour pour tout le monde, parce qu'on nous disait « Oui, mais les gens, ils adorent travailler le dimanche, et puis après, ils auront leur mercredi. » Bah oui, mais leur mercredi ou leur jeudi, ils seront tout seuls, ils ne pourront pas voir les cousins ou les frères ou les copains qui auront eu, eux, leur journée de congé le vendredi ou le dimanche. Voilà. Donc le même jour pour tout le monde, où tout le monde se déconnecte et éventuellement, effectivement, se reconnecter à Dieu, pour ceux qui le veulent, et donc pratiquer leur religion. Mais voilà, donc voilà, souvent il y a des confusions sur une dimension et des étendards catholiques qui sont en fait juste des convictions humanistes partagées par beaucoup. Mais c'est une façon, c'est-à-dire cette façon chrétienne de faire de la politique, c'est une façon d'être attentive à l'homme, voilà, et à ses dimensions fondamentales, et notamment à son besoin de spiritualité qui est inhérent à tout homme, et donc il faut un espace pour ça. C'est une façon aussi d'être, je pense, attentive aux plus petits, et je me souviens de... Alors déjà, moi j'avais choisi cette délégation à la solidarité parce que mon parcours m'y conduisait, mais souvent on me disait « Oh, ben c'est un truc de femme, pourquoi tu restes là-dedans ?» Effectivement, j'aurais pu à divers moments demander une autre délégation à Alain Juppé, mais je n'ai pas voulu le faire, c'était un choix de rester dans cette dimension de proximité avec les plus fragiles, et dans un sens de protection, parce que mon ambition a été toujours de voir comment dans les différentes politiques publiques, sportives, culturelles, politiques du logement, etc., les plus pauvres avaient leur place, y compris dans les politiques d'urbanisme. Et j'avais vécu un épisode un petit peu douloureux à un moment avec mes collègues chargés de l'urbanisme, etc., parce qu'il y avait sur une place de Bordeaux qui était complètement en déshérence, près de la gare, donc une population marginale, comme vous imaginez, dans les quartiers de gare, avec prostitution, drogue, mendicité, etc. Et puis un jour, s'est dressée là une petite cabane avec une association de quartier,
qui a commencé à gratter la guitare, à faire des petits cafés, et puis il y a les retraités du coin qui sont venus jouer aux boules, puis il y avait aussi les marginaux qui étaient là, voilà. Alors tout ça cohabitait au départ de manière sympathique, et puis de temps en temps il y a eu des clashs évidemment, parce que là où il y a de la drogue ou de la prostitution, il y a de la violence. Donc mes collègues unanimes ont décidé de raser cette cabane et de la rayer de l'espace public. Et effectivement, j'ai dû me battre, alors non pas toute seule, mais avec les gens de la cabane, les gens qui fréquentaient cette cabane, et qui m'expliquaient que oui, c'était difficile certains jours, que voilà, la cohabitation entre eux était compliquée, mais que c'était au moins un espace pour eux de fraternité, un peu un oasis, un lieu où ils pouvaient se retrouver, où ils pouvaient se poser, où ils pouvaient discuter, boire un café, gratter la guitare, etc. Et qu'ils voulaient à tout prix le préserver. Et donc, effectivement, ça a été un vrai combat pour que des personnes très, très marginales gardent cet espace dans la ville. Voilà. Un peu ça me fait rebondir sur la dimension des territoires. Voilà. Est-ce qu'on construit des territoires qui s'excluent mutuellement, et il y a des territoires qui sont des ghettos de riches, et puis il y a les ghettos de pauvres à côté, et puis on évite de cohabiter, ou est-ce que justement dans la ville, par une politique d'aménagement, d'urbanisme, d'accueil, on favorise les lieux où ces rencontres sont possibles. Voilà. Et donc finalement, on a gagné la bataille. J'ai fait un petit chantage à mes collègues, un petit chantage médiatique du genre je vais m'immoler devant les caméras si vous rasez la cabane. Ben, ça a marché. Enfin, je ne l'ai pas dit aussi brutalement. Ça a marché, ça a marché. Et puis après, ils ont tous été enchantés, ils y venaient tous, ils trouvaient que c'était formidable. Et aujourd'hui, effectivement, sur cette place qui a été rénovée, il y a une cabane qui n'est plus une cabane brinque-ballante, qui est un vrai bâtiment, et qui reste un lieu de rencontre. Maintenant c'est beaucoup de migrants, beaucoup de gens aussi complètement perdus, mais il y a aussi des familles qui passent, il y a toujours des voisins qui passent. Voilà, ça reste un lieu de paix, un lieu de fraternité tout à fait improbable dans la ville. Voilà, mais quelquefois il faut mener des combats un peu farouches quand on a décidé de protéger les plus fragiles et qu'ils aient une vraie place dans tous les sens du terme. Dans la ville. Mais voilà, ça me motivait parce que c'était fait avec eux, quoi. Alors, quand je vous posais la question, en fait, j'avais une idée derrière la tête, c'était de savoir si vous pensez... Enfin, il y a un débat, effectivement. Certains pensent que la religion n'a pas sa place dans le débat public, et d'autres pensent qu'au contraire, elle est importante. Vous vous situez où dans ce débat qui est celui de la laïcité en France? Je pense que les religions ont une place éminente. D'ailleurs, c'est bien le titre du colloque, et c'est une question, j'allais dire une question fermée. Oui, les religions ont beaucoup de choses à nous dire. Alors, je pense que la foi est de l'ordre intime. La foi, c'est un peu différent de la religion, c'est quelque chose de très personnel, où à un moment de sa vie, on a une rencontre personnelle avec Dieu. Voilà, et c'est plus un rite, c'est plus une culture, ça devient une relation personnelle, et on peut s'adresser à Dieu comme un ami parle à un ami. Voilà. Ça, c'est de l'ordre tout à fait intime. Mais la religion, qui est le lien relié, religion, ça signifie relier, qui est le lien entre les hommes, évidemment que ça a une place dans l'espace public. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens ont soif de repères, ils ont soif de spiritualité, donc dans un sens assez large, sans être affiliés à l'une ou l'autre religion. Et donc, ils sont attentifs à la parole des religions. Et ils se repèrent par rapport à ça, et voilà, ça donne un cadre. Alors ils adhèrent ou ils adhèrent pas à telle ou telle religion, mais je pense que c'est indispensable que les religions aient une parole forte et libre dans la société, évidemment sans aucun prosélytisme, mais pour affirmer un certain nombre de valeurs. Alors, Abdenour Haïn Seba, quand on s'est parlé avant la conférence, vous m'avez expliqué que dans votre entreprise,
la religion n'avait pas vraiment sa place. Enfin, vous le direz peut-être autrement, mais et en tout cas, on a parlé du voile et vous m'avez dit, moi, je ne veux pas que des femmes voilées viennent voilées dans l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, enfin, j'ai pas exactement dit que la religion n'avait pas sa place. Je dis simplement que l'entreprise, comme tout groupe social, est faite de complexité et que rajouter des expressions, qu'elles soient religieuses ou même qu'elles soient politiques, n'ont pas leur place parce que ça crée des problématiques. Lorsqu'on essaie de créer un esprit d'équipe, je parlerai même pas de l'époque actuelle dans laquelle nous vivons, qui remettent vraiment en question la relation à l'autre de manière générale, aussi bien interne à l'entreprise qu'externe d'ailleurs. Je pense qu'une expression trop importante, trop visible de la religion génère en fait des discussions et probablement des points d'achoppement et des points de friction qui probablement n'ont pas lieu d'être. Voilà, c'est plutôt ce type c'est plutôt ça. J'ai participé il y a quelques années aux entretiens Jacques Cartier, qui sont un partenariat que nous avons entre l'université de Lyon et puis l'université du Québec. Et j'intervenais comme ça sur une table ronde avec des DRH d'entreprises québécoises. C'est assez intéressant parce que la relation que eux ont à la religion n'a absolument rien à voir avec la nôtre. C'est pas que je sois sur le principe contre le fait que dans une entreprise il y ait des signes religieux qui soient visibles de manière ostentatoire. Je dis simplement qu'il y a une acceptation sociale en France qui est celle que nous connaissons, tout simplement, et que donc ça questionne, voire ça génère un peu du rejet ou du conflit. Au Canada, c'est pas le cas. Moi, j'ai vécu 1 an, je vous disais, il y a une trentaine d'années. Vous avez des Sikhs, vous avez des baptistes, vous avez des pentecôtistes, vous avez... Et donc, quand vous êtes DRH d'une boîte de 150 ou 200 personnes, vous devez gérer, en fait, les contraintes des uns et des autres. Mais ça se passe, ça fait partie de la donne. Voilà. En France, c'est pas le cas. C'est pas le cas, et c'est pour cela que je suis plutôt opposé à des signes visibles, ostentatoires d'appartenance à une religion ou, je dirais, une idéologie. Mais il n'y a pas d'idéologie aujourd'hui qui ferait que un signe serait présent. Enfin, voilà, quelqu'un qui met un foulard rouge, ça ne veut pas dire que c'est un guévariste. Et puis, voilà, moi c'est plutôt ça. Après, de dire, ce qui n'empêche pas que moi, j'ai dans mes équipes des gens qui sont catholiques pratiquants. Moi, je suis musulman pratiquant, les gens le savent. Voilà, mais après, je parle pas de mes positions. Moi, je me suis jamais exprimé sur la religion durant tous mes mandats. Je me suis jamais exprimé dessus jusqu'aux attentats de Charlie Hebdo. C'est la première fois que je me suis exprimé. Lorsque j'étais au bureau national du CJD, plusieurs fois j'avais été sollicité pour donner un avis sur le fait religieux, le fait laïque, etc. Et j'ai toujours refusé de m'exprimer dessus parce que j'estimais que ça n'appartenait qu'à moi et que j'avais pas à donner mon point de vue, et puis qu'en plus il n'était pas forcément pertinent. En janvier 2015, lorsqu'il y a les attentats, Denis Lafay, qui est le patron d'Acteurs de l'économie, qui est devenu la Tribune depuis, me dit, écoute, il faut que tu t'exprimes, etc. Donc j'ai écrit une tribune, voilà, que j'avais nommée d'ailleurs à l'époque Double Peine, pour exprimer en fait la manière dont les musulmans vivaient cet attentat. Une peine parce que en tant que Français on se sent meurtri, mais également en tant que musulman, puisque ceux qui ont perpétré l'attentat le font au nom de l'islam. Donc double peine, voilà. C'est la première fois, et donc ensuite forcément j'ai été sollicité à plusieurs reprises, mais je pense que l'expression d'une religion, elle se fait dans l'intime. Elle se fait dans l'intime. Je ne suis pas certain que le fait d'exprimer de manière visible son appartenance à une religion
soit utile, voilà. Ou alors où on a besoin d'être reconnu comme tel. Hein. Après, moi, j'ai rien contre les gens qui ont un vestimentaire d'adoption. Enfin, moi, j'ai eu à dialoguer avec des Ursulines. Voilà. Enfin, donc, voilà, ils sont habillés d'une certaine manière. J'ai pas de problème là-dessus. Dans le contexte de l'entreprise, ça me paraît difficile de l'intégrer. Voilà. Rebondissez. Oui, je vais peut-être rebondir sur les religions dans l'espace public. Et, je pense qu'il y a des paroles attendues, et notamment la dernière lettre encyclique du pape sur la fraternité, Fratelli Tutti. Je trouve qu'elle est complètement remarquable et elle est assez provocante, puisque dès les premières pages, le pape dit « J'ai écrit cette encyclique en communion, je ne sais plus quel est le mot exact, avec mon ami, le grand imam El-Tayeb, avec qui, d'ailleurs, ils avaient écrit un texte très important à Abu Dhabi en 2019, déjà sur la fraternité, mais il a trouvé que ce n'était pas assez. Donc, il fait référence à son amitié avec le grand imam. Chez les cathos, ça va en bousculer plus d'un. Hein. Ils vont arrêter tout de suite la lecture à la 4e page en disant « Oups là, terminé, c'est fini bon. ». Et donc je trouve ça donc justement extrêmement fort que le pape, s'appuyant sur son amitié, ce qu'il a déjà dit avec le grand imam, développe un texte très puissant sur la fraternité et l'amitié sociale pour dire au monde, eh bien, on ne s'en sortira pas, on ne se sortira pas des guerres, des conflits, des inégalités, de la misère, etc., si on n'essaye pas de vivre en frères et de chercher ensemble l'amitié au-delà de nos différends, de chercher tout le temps le dialogue, comme tu l'expliquais bien, là, chercher le dialogue au-delà de nos différences. Et c'est ça qui va sauver le monde. Et voilà, je pense que l'imam aurait presque pu signer. En tout cas, ils avaient déjà signé un texte ensemble, de référence, mais qui était passé inaperçu. Donc le pape nous en remet une couche, mais il dit bien, et après il cite l'imam 4 ou 5 fois dans le texte. Donc ça, je trouve ça très puissant. C'est une parole publique d'une religion, mais de deux en fait, parce qu'il associe l'imam, voilà, qui, je pense, va un peu faire réfléchir et des gens bien au-delà des bons cathos, dans tous les hommes de bonne volonté. Il le dit aussi au début, ça s'adresse à tous les hommes de bonne volonté. Et je suis sûr que des musulmans vont se saisir de ce texte et y trouver des pistes de réflexion. Voilà. Donc voilà, c'est un exemple d'une parole forte des religions dans l'espace public et qui passe pas inaperçu quand même. Alors, est-ce que ça fera changer le monde ? Je ne sais pas, mais un peu quand même. Il est vrai que Fratelli Tutti, quand même, on en entend beaucoup parler hein, depuis que c'est sorti, justement parce que c'est un texte atypique d'un pape quand même. Hein. C'est vrai que c'est une position où il y a même une position par rapport à l'environnement, par rapport aux politiques menées, et je trouve que cette notion de fraternité universelle est un sujet, c'est un vrai sujet de société, de transformation de société, notamment dans la période que nous vivons de distanciation physique, sociale, affective, etc. Par rapport à votre question, je pense que il faut pas confondre la laïcité et son extrême qui est le laïcisme dans lequel on a souvent tendance à tomber. Je pense que les religions ont leur place dans la République, ont leur place également dans l'expression publique des uns et des autres. On peut, c'est parce que moi je ne souhaite pas spécialement exprimer mon appartenance, quoique je le fais depuis quelques années, que c'est quelque chose qui doit être interdit. Je pense qu'on contribue, et d'ailleurs il y a une histoire de la France qui est faite aussi à travers les religions, et qu'il ne faut pas nier. Donc c'est un véritable apport. D'ailleurs aujourd'hui les politiques n'hésitent pas à les rencontrer, les chefs religieux, et leur poser des questions de société. Donc c'est bien que la laïcité, justement, intègre l'ensemble des pensées religieuses et non pas les exclut, comme on a malheureusement tendance à vouloir le résumer de manière souvent lapidaire. Alors, peut-être un autre sujet. Vous avez tous deux des engagements et donc des responsabilités très importantes. Alors, tout à l'heure, Véronique Fayet, vous disiez, vous mettiez en avant la notion de service. Donc, comment est-ce que vous envisagez
Enfin, est-ce qu'il y a une façon différente, effectivement, mais vous l'avez dit déjà un petit peu, mais peut-être que Abdenour Haïn Seba voudra réagir aussi. Est-ce qu'il y a une façon différente d'exercer des responsabilités, une forme de pouvoir aussi, du fait de ces convictions religieuses? Ben oui, je crois que c'est une notion très importante, cette notion d'une autorité de service, en fait. Parce qu'on a à un moment donné une autorité, un chef d'entreprise ou un adjoint au maire, il a une autorité, il a du pouvoir. Et d'ailleurs, il peut se laisser assez facilement griser par le pouvoir, les attributs du pouvoir, etc. Et se déconnecter de la réalité. C'est d'ailleurs ce qu'on reproche à tous les élus, c'est d'être complètement hors sol, et notamment les élus nationaux, d'être déconnectés de la réalité. Et donc le fait de ne pas se sentir propriétaire de ce que l'on fait, se dire qu'on a été appelé, voilà, qu'on est là au service à un moment donné d'une cause, soit en tant qu'élu, soit en tant que président d'une association. On est au service, ça nous permet de prendre du recul et justement de rester dans cette notion de service qui est importante et de ne pas se laisser griser par l'autorité. Je pense que c'est très important. C'est jamais facile parce qu'on se croit toujours, enfin moi c'est l'expérience que j'ai faite, j'ai toujours pensé qu'en tant qu'élu, je n'étais pas sensible au pouvoir, et pas du tout, et que j'étais dans le service, etc. C'est jamais si simple que ça. C'est jamais si simple que ça. J'ai vu quand j'ai voulu décider d'arrêter, j'ai été un peu prise de vertige en me disant oh là là, mais bon, tu seras plus rien, tu vas plus exister, qu'est-ce que tu vas faire, la vie va être vide. Enfin voilà, il y a un petit vertige qui fait que si on n'a pas autre chose, justement, une foi, des convictions qui disent voilà, on peut s'ouvrir à autre chose, eh bien on s'accroche au pouvoir. Et ça explique que des gens s'accrochent pendant 20, 30, 40, 50 ans au pouvoir. On en a des exemples absolument dramatiques. Voilà. Donc je pense que oui, cette notion de service, il faut sans arrêt la revisiter. Voilà, couper des liens, la purifier, et c'est jamais gagné, c'est jamais gagné. Abdenour Haïn Seba, vous voulez réagir par rapport à cette idée d'exercer différemment le pouvoir, les responsabilités? Je pense que c'est toujours difficile. C'est sûr que les religions n'ont pas l'exclusivité, n'ont pas l'apanage de la spiritualité. On peut avoir une spiritualité athée, hein, évidemment. D'ailleurs, on trouve des humanistes très ouverts, des patrons humanistes d'ailleurs, qui sont pas qui n'appartiennent pas à des religions. Je pense que on est peut-être plus ouvert à la notion de symbolique. Plutôt que le pouvoir, on peut parler des signes de pouvoir, mais le pouvoir, est-ce qu'on en a vraiment lorsqu'on est patron, lorsqu'on est élu, est-ce qu'on a vraiment du pouvoir? On a une autorité, probablement, du pouvoir, j'en suis pas certain. En 25 ans, moi, j'ai connu plusieurs crises. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais en tout cas, il y en a deux majeures, c'est celle de 2008 et puis celle que nous connaissons actuellement. Moi, j'ai connu des belles boîtes, des très belles entreprises, avec des grosses trésoreries, avec des grosses valorisations, et qui ont disparu en 6 mois. Et là, on retrouve la même chose. Donc, quel pouvoir a-t-on? Je ne sais pas. Je pense qu'en tout cas, le rôle d'un entrepreneur, à mon sens, c'est de comprendre l'incertitude qui est devant lui, et tenter de la traduire en points de certitude pour ses collaborateurs. Parce que vous ne pouvez pas gérer vos collaborateurs en disant que bon, on verra. On verra, vous inquiétez pas, on fait preuve de suffisamment d'agilité, vous verrez, ça va bien se passer. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les équipes ont besoin, à un moment donné, d'avoir des managers qui ne leur racontent pas des bobards, mais qui leur donnent une certitude sur le court terme. Le collaborateur, on passe spécialement. Oui, on passe notre temps à expliquer la vision, la stratégie à 5 ans, à 10 ans, etc. Mais en fait, ce qui les rassure, c'est la fin de l'année, c'est les mois qui viennent, c'est l'année qui vient. Et ça, il faut tenter d'apporter des certitudes, même si nous, on n'en a pas. Donc,
Et ça, pour moi, c'est un mix entre du lâcher-prise, c'est-à-dire avoir confiance, quelque part, lâcher-prise, en se disant que notre destinée est dans les mains de Dieu, donc finalement... mais ça ne doit pas, au contraire, bien au contraire, nous dédouaner de travailler et d'organiser, de prévoir, d'organiser. Le prophète de l'islam a eu à combattre contre les attaques des Mécois lorsqu'il était à Médine, et il passait sa journée à préparer les préparatifs et la nuit à prier. Et je pense que c'est le bon exemple, c'est être capable de dire que finalement il faut préparer, il faut tout organiser, et puis après il faut s'en remettre au destin, à Dieu. Enfin, chacun il mettra ce qu'il a envie d'y mettre. Donc c'est ça, je pense, la notion de lâcher prise. Souvent on a tendance en français à dire ouais, mais le mektoub c'est globalement je fais rien, j'attends que ça tombe. C'est pas ça. Le mektoub, ça veut dire que les préparatifs sont là, sont présents, mais que l'arrivée de la joie ou du malheur, finalement, ne vous appartient plus. Mais par contre, vous devez faire ce que vous avez à faire, parce que vous avez la responsabilité qui est celle-ci. Vous avez accepté de prendre responsabilité. Lorsqu'on est élu, on accepte de prendre une responsabilité et de mener une politique. Après, elle aboutit pas, mais en tout cas, on a l'obligation de faire. Lorsqu'on est patron, on a l'obligation de penser également, et également de faire vis-à-vis de nos collaborateurs, vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes. La notion de propriété est quelque chose que l'on doit toujours mettre en perspective du temps, mais également du territoire dans lequel nous vivons. On voit bien que quelque chose qui semble être inaliénable se retrouve à être très rapidement réduit. Quand je parlais tout à l'heure des valeurs des entreprises, une entreprise ne vaut qu'au moment où vous la vendez et que vous recevez le chèque qui va avec. Sinon, ça vaut beaucoup plus ou beaucoup moins. Je me souviens un jour, le patron de Tati, le présentateur l'avait dit, bon, vous pesez 180 millions. Il a dit non, moi je pèse pas 180 millions. Moi j'ai, je sais pas quoi, sur mon compte en banque, c'est tout. Quelques années après, Tati a disparu. Et donc les 180 millions, on les a jamais eus. Non, mais c'est intéressant parce que l'idée, elle est que le pouvoir, la propriété sont des choses qui sont très éphémères. La notion de notoriété, la notion de reconnaissance sociale sont des choses qui sont très éphémères. Ce qui sera le plus... je donne un exemple. Lorsque je parle avec ma responsable RH, ce qui nous soucie, c'est l'amélioration continue de l'employabilité de nos collaborateurs. Ça ne peut pas être un vain mot. C'est des choses... Enfin, ça se construit, une employabilité d'un collaborateur. C'est-à-dire que vous avez une formation interne, externe, vous le mettez sur des projets qui vont l'aider quelque part à agrandir son champ de compétences. Eh bien, la plus grande richesse qu'on peut apporter à un collaborateur, ce n'est pas une prime. La meilleure façon, quelque part, de se débarrasser d'un problème, c'est de filer une prime à un collaborateur. La plus grande responsabilité, c'est de l'accompagner sur un chemin de progression. C'est ça. Et je pense que c'est quelque chose d'assez éclairant lorsqu'on a une certaine spiritualité, une certaine foi, quelque part, en l'homme et en la création, de manière générale. Non. Si, mais je trouve que voilà, c'est justement ça que j'avais envie de dire, cette autorité qui fait grandir. C'est ça l'autorité, c'est ce qui fait grandir. Voilà. Et je parlais de la difficulté à se sortir d'une autorité de pouvoir pour être dans l'autorité de service. Malheureusement, on le vit au cœur même de l'Église. Et en tout cas pour l'Église catholique, on a bien compris que les abus sexuels, qui sont aussi des abus de conscience et qui sont des abus de pouvoir, elles ont une racine, c'est le cléricalisme. À partir du moment où on met sur un piédestal des personnes qui seraient des sachants, qui seraient des êtres à part, et qui donc peuvent se permettre des horreurs, y compris des abus sexuels. Voilà. Donc là, on a vraiment clairement un dévoiement de l'autorité. C'est pour dire que purifier l'autorité et en faire une autorité qui fait grandir, qui est au service des gens, c'est pas si simple que ça. C'est un combat de tous les jours, qu'on appartienne à une religion ou pas, mais même au cœur des religions, l'autorité peut être dévoyée. Donc on voit que c'est un sujet très 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 compliqué, et voilà, de sortir de cette autorité qui écrase l'autre pour être dans une autorité qui fait grandir. Merci d'en avoir parlé.
Alors, on constate aujourd'hui une forme de radicalité de l'engagement dans la société, et notamment chez les jeunes générations. Alors, c'est évidemment face à la crise climatique, ça peut être aussi dans les luttes antiracistes, contre les inégalités sociales, ou dans la lutte féministe, hein, avec les hashtags qu'on a vus circuler énormément, et tout ce mouvement MeToo, balance ton porc, etc. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une façon peut-être de remettre en cause d'autres formes d'engagement moins radicales, ou pas? Ouais, enfin... Je pense que les réseaux sociaux ont réinventé la relation à l'autre. En tout cas, s'ils l'ont réinventé, en tout cas, ils l'ont en partie transformé. Finalement, aujourd'hui, on a des influenceurs. Il est vrai qu'en France, on a une certaine propension à vouloir être dans le complot, enfin, en tout cas, considérer qu'il y a toujours un complot, la main invisible, etc. Je pense que aujourd'hui, il y a une perte de repères, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une perte de repères, il y a une recherche également d'aller plus loin. Aujourd'hui, on n'a jamais été... l'information, la connaissance n'a jamais été autant disponible qu'aujourd'hui. Grâce à Internet, grâce au smartphone, aujourd'hui, vous pouvez savoir tout, enfin, plein de choses, enfin, ouais, tout. Il suffit d'aller chercher et bien chercher. Il y a un vrai besoin aujourd'hui de comprendre. Peut-être que nous, de notre génération, on acceptait un peu plus les choses établies. On croyait en des valeurs qui nous avaient été enseignées, la valeur travail, la notion de citoyenneté. C'est des choses qui étaient qui faisaient partie de notre éducation. Peut-être qu'aujourd'hui, ça l'est moins. Les jeunes questionnent davantage autour d'eux. Moi, je vois dans l'entreprise, il y a 15 ans, 20 ans, vous étiez le patron, donc ce que vous disiez, les gens le faisaient. Là, aujourd'hui, vous êtes en réunion, vous parlez avec des jeunes, vous avez dit un truc, les mecs, ils sont smartphone. Non, parce que tu as dit ça, mais en fait, non, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Il n'y a plus d'autres... Enfin, donc, il faut faire gaffe à ce que vous dites, sinon vous êtes décrédibilisé. Non, mais c'est la réalité, c'est-à-dire que vous êtes dans un codir avec une équipe, les mecs sont sur leur smartphone. Vous n'allez pas dire pose ton smartphone. Et ils sont avec leur smartphone. Vous intervenez il m'est arrivé d'intervenir à l'EM Lyon, etc. Mais avec des gens qui ont 35 ans aujourd'hui, hein, ils sont pareils aujourd'hui. Donc, vous n'êtes plus détenteur d'une connaissance, vous êtes au mieux animateur de la connaissance. Et je pense que je reviens à la relation à l'autre, hein, mais il y a le politique a perdu de son aura depuis maintenant, on va dire, une dizaine d'années, à peu près, hein, peut-être un peu plus. Mais avec le Covid, finalement, les gens se rendent compte qu'ils avaient foi en leurs médecins, et là, ils se disent, mince, en fait, moi je croyais que les mecs, ils savaient, mais ils ne savent pas. Pourquoi? Parce que cette notion d'échange, enfin, les échanges et les contradictions scientifiques, elles existent depuis toujours. Le débat scientifique, il a toujours existé, toujours. Mais il n'était pas public, il était entre scientifiques. Lorsqu'à Solvay, en 1928, Einstein, ils ont failli se taper dessus, les uns avec Bohr et compagnie. C'est OK, mais il y avait des vrais débats de fond, en fait. Mais ce n'était pas public, c'était entre scientifiques. Et là, maintenant, devant les caméras, il y a des scientifiques qui ont dit ça, d'autres qui ont dit autre chose, d'autres qui proposent autre chose. Et là, on se dit, mais c'est quoi cette cacophonie? Donc même les médecins, même ceux en qui nous croyons, finalement, nous montrent quelque part le peu de maîtrise qu'ils ont de leur science. Donc il y a un vrai sentiment d'abandon et de solitude, je pense, de la part de nombre de nos concitoyens. Donc on va aller facilement croire à des choses qui sont un peu différentes. Moi, je pense que le terme, je ne peux pas faire de politique, mais le terme de séparatisme employé par le président de la République, pour moi, il n'est pas adapté. Je pense que c'est une erreur, comme le terme de couvre-feu d'ailleurs, qu'on vit nous aujourd'hui à Lyon, à partir de ce soir. Je pense que ce sont des termes qui sont des termes pas adaptés à une société qui est en temps de paix. Qu'on le veuille ou non, en France, on n'est pas en guerre.
on est encore en temps de paix, et ceux qui ont connu la guerre, je ne pense pas qu'ils diraient aujourd'hui qu'on est en guerre contre quoi que ce soit. Donc je pense qu'il y a une terminologie aujourd'hui qui a tendance à être, que ce soit d'ailleurs par les médias, enfin relayée par les médias et par les politiques, on essaye de faire de plus en plus du sensationnel, et je pense que peut-être que la vraie voie aurait été de responsabiliser davantage nos concitoyens. Je trouve qu'il y a une infantilisation qui est menée depuis quelques décennies, alors même qu'une des 3 valeurs de la République, c'est la liberté. Et le pendant de la liberté, c'est la responsabilité. Donc à partir du moment où vous ne responsabilisez ou déresponsabilisez les citoyens, c'est que inévitablement, vous réduisez leur champ de liberté. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et les Français sont assez attachés, je pense. Nous sommes tous très attachés à cette valeur de liberté et ce besoin de pouvoir s'exprimer. Alors on le fait de cette manière-là. Il y en a d'autres qui le font par la violence. On le voit notamment avec les banlieues qui se rebellent, etc. C'est un vrai sujet. Moi, je ne pense pas que parce qu'on va rajouter plus de policiers qui sont fatigués, à qui d'ailleurs on ferait mieux donner davantage de moyens, qu'on va regarder les locaux et l'informatique, parce que c'est comme mon métier des commissariats, ça fait vraiment pleurer. Enfin, bon. Et à côté de ça, c'est pas parce qu'on va rajouter davantage de policiers dans les rues que les gens vont pas... au contraire, en général, c'est pire. Je donne juste un exemple. Moi j'avais une agence à Lyon qui était en presqu'île. Et donc un quartier un peu chic, Aînay, un peu assez chic, et il y avait il y a 25 ans des prostituées qui étaient sur les bords du Rhône. Ça faisait pas bien parce que c'est pas le quartier pour ça. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On les a envoyées plus loin. Mais elles étaient 3-4 prostituées, elles étaient là depuis très longtemps. Et on les a écartées un peu plus loin. Maintenant c'est vachement mieux parce que maintenant il y a des dizaines de prostituées qui viennent du monde entier. Et là c'est devenu, alors je sais pas dans quelles conditions, mais à mon avis vous parlez tout à l'heure de violence. Je pense que vous en savez plus que moi là-dessus, mais c'est terrible. Enfin, vous voyez, vous avez des Africaines, des gens de l'Est, etc. Avant, elles étaient 2-3. Maintenant, on les a écartées. C'est pire. Et puis, on les a abandonnées, parce qu'elles étaient en ville. Là, on les a abandonnées dans les quartiers qui deviennent sordides. Voilà. Donc, je crois que cette radicalisation, elle existe sur les propos. C'est le propre, probablement, de la jeunesse. La difficulté que nous avons, c'est qu'elle est reliée par les générations qui sont un peu plus âgées, donc les quadras, etc., qui sont également en manque de souffrance. Un dernier point, la relation que nous avons au sein de l'entreprise depuis quelques mois, dans les entreprises, les patrons de PME qui avaient redoré leur blason depuis une dizaine d'années, parce que le patron de PME, c'est le mec sympa, c'est le mec engagé, c'est le mec avec ses équipes, c'est les mecs qui ont pris des risques, etc. etc. On nous a affublés de plein de valeurs qui, la moitié, sont fausses, mais c'est pas grave. Et depuis quelques mois, on devient suspect. Voilà, on devient un patron suspect parce que finalement on a profité des aides de l'État, mais est-ce qu'il fallait vraiment mettre les gens au chômage partiel, mais est-ce qu'ils se soucient vraiment de notre santé, parce que finalement on n'a pas mis tout le monde en télétravail, etc. etc. Voilà. Et je pense qu'il y a une vraie aujourd'hui, je pense que cette période questionne vraiment le lien que nous avons à nos certitudes et le lien que nous avons aux autres. Véronique Fayet, est-ce que l'engagement plus radical que l'on peut constater, est-ce qu'il n'est pas aussi lié peut-être à la gravité des crises qu'on est amené à affronter, et notamment la crise des inégalités sociales, la crise climatique, enfin... Oui, je pense en effet que la crise qu'on traverse, enfin, les crises qu'on traverse, nécessitent une certaine radicalité. Mais pour moi, la radicalité, elle va dans le mur si elle n'est pas conjuguée avec la fraternité. Au Secours catholique, on appelle ça la révolution fraternelle. Je m'explique un peu. Effectivement, si on continue à piller la planète, si on compte au rythme où on le fait, si on continue à laisser croître les inégalités, de manière, chaque semaine, on a des chiffres, on n'arrive même plus à comprendre la croissance indéfinie de quelques personnes dans le monde, et puis le nombre de personnes qui s'enfoncent dans la misère. Donc laisser croître les inégalités, laisser croître la misère, toute forme d'injustice, etc. Donc si on laisse tout ça aller au rythme où vont les choses, effectivement on va tous collectivement dans le mur.
Donc il faut faire une révolution, il faut retourner la table, il faut renverser la table, il faut changer les choses assez radicalement. La personne qui s'exprimait dans l'atelier là précédent le disait aussi, là, mais on n'a plus le choix, quoi. Il était question du climat, il faut changer très 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 radicalement. Mais je pense qu'on ne peut pas le faire dans la violence. Au contraire, il faut le faire ensemble. Moi, je ne crois pas, par exemple, qu'on va résoudre la question des pauvres en allant attaquer les riches et en criant haro sur les riches. Non, on va le faire avec eux. C'est pas en criant haro sur les patrons, justement, qu'on va améliorer la situation des salariés. Non, certainement pas. C'est ensemble, en se mettant autour de la table. La semaine dernière, j'ai croisé dans Bordeaux, j'ai vu deux cortèges se croiser. Il y avait un cortège donc qui manifestait pour la vie, contre les lois de bioéthique, etc., qui était tranquille, bon enfant, voilà. Et puis à côté, ils marchaient à côté, il y avait la police au milieu qui évitait qu'ils se croisent. Il y avait un cortège d'une très grande agressivité qui était plutôt tendance LGBT, à voir ce qu'ils disaient, voilà. Et avec des gestes obscènes, enfin je vous passe les détails, etc. Mais je me disais, mais mon Dieu, quelle misère, quoi. Pourquoi on n'arrive pas à se parler ? Pourquoi on ne peut pas se parler de cette question essentielle de la bioéthique, de la vie, des orientations sexuelles, que sais-je, de l'avortement, enfin toutes ces questions-là. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se parler tranquillement autour d'une table, justement, sans doute avec l'aide des religions, parce que les religions, sur ces questions fondamentales de la vie, elles peuvent apporter un point de vue apaisant, qui redit les valeurs essentielles. Voilà. Donc effectivement, si on est dans de la radicalité, dans de l'agressivité, on court un grand danger. Et donc la seule façon de faire cette révolution dont on a besoin, cette révolution radicale, c'est de la faire de manière fraternelle, en dialoguant. En dialoguant. Là aussi, je reparle de l'encyclique Fratelli Tutti, il y a un long paragraphe sur le dialogue. Le dialogue, c'est aller à la rencontre de l'autre, c'est pas juste se parler 5 minutes derrière une table. C'est vraiment être en empathie, faire un chemin vers l'autre, rentrer dans sa pensée, dans son mode de fonctionnement, dans sa culture, comprendre où est-ce qu'on va pouvoir se rejoindre, comment on va pouvoir se rejoindre. Enfin, c'est un travail très, très compliqué, très long, le dialogue. Et on n'a plus de dialogue aujourd'hui. On n'a plus de dialogue, on s'invective, on se radicalise. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Donc, effectivement, on tient beaucoup à notre révolution fraternelle au Secours catholique, parce que ça lie vraiment cette question de la radicalité et de la fraternité, qui peuvent être féconds si on arrive à les tricoter ensemble. Oui, juste pour rebondir, il y a aussi des manifs inverses, c'est-à-dire des manifs de la Manif pour tous, enfin, qui peuvent être agressives vis-à-vis de cortèges. Dès qu'il y a de l'agressivité, de la radicalisation, on est sûr qu'on manque la cible, quoi, et qu'on n'arrive à rien. Alors, c'est l'heure des questions de la salle. Est-ce que vous voudriez intervenir, poser une question à nos invités ou donner un témoignage, peut-être ? Madame. Bonjour, je m'appelle Catherine Zuber, je suis conseillère régionale. Je voudrais d'abord, dans un premier temps, vous envoyer un clin d'œil à chacun d'entre vous, parce que j'ai été 10 ans au CJD, avec à peu près le même parcours que toi, du coup on se tutoie. Et puis j'ai été adjointe à l'action sociale ici à Strasbourg, donc voilà, ça m'émeut de vous entendre et de voir que finalement on peut avoir un chemin de 10 ans, peut-être de décalage, ou peut-être plus, mais en tout cas identique. Et voilà, je suis une des chevilles ouvrières de l'élaboration de ce forum, avec d'autres ici dans la salle. Et en fait, c'est le deuxième, avec vous le savez, une participation Ville de Strasbourg, région Grand Est, on est très investis, et l'Université Strasbourg qui nous accueille. Et quand
je souhaite poser la question de la place des religions dans la société, et nous le faisons au quotidien parce que, en plus, à la région Grand Est, on a un comité interreligieux qui regroupe 8 religions qui sont représentées sur le territoire et avec lesquelles, justement, on dialogue et on fait aussi des choses ensemble depuis maintenant une quinzaine d'années. Et on me dit, global comme ça, on me dit souvent, ce que vous faites ici, ça ne peut se faire qu'en Alsace et surtout à Strasbourg. Alors, comme vous venez de Bordeaux, comme vous venez de Lyon, dites-moi donc pourquoi pourquoi on nous dit ça, et puis pourquoi, qu'est-ce qui fait que les esprits ne seraient, je le mets au conditionnel, pas prêts pour qu'on ait des débats de cette nature dans d'autres terrains de France? Voilà ma question, je vous en remercie. Alors à Bordeaux, oui, alors le dialogue, comment dire, institutionnel entre les religions a été un petit peu tenté par Alain Juppé à un certain moment, où chaque année il y avait un peu une grand-messe avec les différentes religions, il y avait un thème, il y avait un grand débat, etc. Mais bon, pour moi ça restait un petit peu formel, et effectivement c'est pas ancré dans l'histoire de Bordeaux. Il y a d'autres villes où c'est ancré dans l'histoire, je pense, enfin on cite souvent Marseille en exemple, où il y a, je sais pas comment ils appellent ça, un conseil de la fraternité aussi, ou je sais plus, où là depuis très 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 longtemps, à Marseille qui est une ville très très cosmopolite, il y a un vrai dialogue approfondi entre les religions qui se passe. Après, il y a plein de choses qui se passent, mais qui sont peut-être moins visibles parce que c'est à petite échelle. Je me souviens d'un prêtre, notamment à Bussy-Saint-Georges, donc en région parisienne. À Bussy-Saint-Georges, il y a un dialogue interreligieux absolument fantastique. C'est une ville nouvelle, et donc il se trouve que la synagogue, la mosquée, le temple hindou, l'église sont à 10 minutes à pied. Et donc depuis des années, ils dialoguent, mais ils font plus que dialoguer, ils font des choses ensemble, ils font la fête ensemble, ils célèbrent les fêtes des uns des autres, ils s'invitent, ils se visitent, ils réfléchissent ensemble, ils mènent des actions publiques ensemble, voilà. Mais bon, Bussy-Saint-Georges, voilà, ça fait jamais la une du Monde. Si, peut-être, vous avez traité cette question à Bussy-Saint-Georges. Allez rendre visite. À voilà, Bussy-Saint-Georges, je ne crois pas, mais voilà, peut-être il y a des choses qui se font peut-être en France, dans des petites communes, et peut-être moins visibles. À Bordeaux, c'est vrai qu'on n'est pas champion. À Marseille, je pense qu'il y a quelque chose qui est plus ancré dans l'histoire. À Lyon, je ne sais pas. Ouais, à Lyon, il y a différentes initiatives en interreligieux, mais je pense que Bruno pourrait peut-être plus en parler, notamment avec l'IFCM. Mais si, il y a différentes initiatives qui ont été promues également par les autorités publiques. Par exemple, les Fils d'Abraham, par exemple, qui sont des associations locales qui réunissent chrétiens, musulmans et juifs. Donc à chaque fois que quelqu'un veut adhérer, selon la religion dans laquelle il est, il doit ramener 2 amis qui sont de religions différentes pour que l'équilibre soit toujours respecté. Il y a ça, mais il y a des vraies rencontres entre les différents représentants des cultes, qui sont en général organisés soit par le préfet, par le maire de Lyon. Collomb l'a fait à de multiples reprises. Ils dialoguent bien directement. Dès qu'il y a une problématique, ils savent la traiter ensemble. Il y a des vrais appuis également lorsqu'il y a des besoins lorsqu'il y a besoin, par exemple, de terrain, lorsqu'il y a besoin pour construire, par exemple, une mosquée. Souvent, on le fait en concertation avec des représentants catholiques et des représentants juifs également. Il y avait un sujet, notamment sur la mosquée de Gerland à Lyon, parce qu'il y avait une problématique, parce qu'il y avait un cimetière juif juste à côté, et il fallait changer un peu le tracé. Donc ça s'est fait en très bonne intelligence entre la communauté juive et la communauté musulmane pour que les choses puissent se faire. Et puis il y a eu l'aide également de la communauté catholique également pour faire en sorte qu'avec le voisinage, ça se passe bien également. Donc il y a une vraie collaboration de terrain. Alors après, est-ce que c'est pas... je trouve que ce que vous faites là aujourd'hui est super, parce que ça permet de poser dans une université en plus ce type de débat et de le sortir simplement du milieu religieux pour le mettre également sur une place publique
Ça, je trouve l'initiative intéressante. Ouais. À Lyon, on ne l'a pas fait, en tout cas. Il y a aussi une petite association qui est certainement présente à Strasbourg, qui s'appelle Coexister, qui a, je ne sais pas, 5 ans, 5 ans, pas plus, c'est assez récent quand même. Voilà, qui a été créée par des jeunes chrétiens, musulmans, juifs, athées, et qui a des antennes un peu partout maintenant dans beaucoup de villes de France et qui interviennent beaucoup dans les lycées, dans les collèges pour faire réfléchir les jeunes. Ils font un excellent travail auprès des jeunes et ils grandissent beaucoup, ils se développent beaucoup. Donc c'est ça qui est aussi important, c'est de toucher les jeunes parce que c'est eux qui sont concernés par l'avenir et par cette question des religions et de cette culture religieuse qui disparaît quand même. Ne serait-ce que la culture religieuse disparaît. Nous, on le voit beaucoup au sein du secours catholique. On recrute des jeunes animateurs qui ont entre 25 et 30 ans. Bien sûr, on ne leur demande pas leur extrait de baptême. Le droit du travail nous l'interdit. On regarde quand même s'ils partagent nos valeurs. Alors oui, ils partagent nos valeurs, mais ne serait-ce que sur la culture religieuse, quelquefois on est effaré. Parce qu'ils sont nés dans des familles où il n'y avait plus du tout de pratique religieuse, qu'ils n'ont peut-être pas été baptisés, voilà. Et donc il y a des choses qui nous paraissent élémentaires en termes de culture religieuse sur la religion, enfin les grandes religions chrétiennes ou la religion musulmane. Ils sont à milieu de ça. Donc je trouve que cette association est très intéressante parce qu'elle permet de toucher les jeunes et de faire réfléchir les jeunes sur tous les préjugés qu'on a sur les musulmans, sur les chrétiens, sur les juifs et de faire évoluer les jeunes. Et donc ils sont sûrement présents à Strasbourg, certainement. Je ne sais pas s'ils sont présents dans la salle, mais présents. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y a encore le temps de... Oui, une ou deux questions. Oui. Je vais revenir sur ce dont vous parliez juste avant, sur la question de la radicalisation. Moi, je suis globalement d'accord avec ce que vous dites sur l'idée qu'il faut que ça se fasse avec de la fraternité. Ce qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression que les systèmes sont tellement verrouillés. Sur la question de l'écologie, ça fait 50 ans qu'on le sait, que les scientifiques alertent. Et j'ai l'impression que la seule chose que le système comprend, c'est des formes agressives. Alors, et du coup, j'ai l'impression que de manière interactionniste, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas éviter, et ce qui me frappe aussi, vous disiez, question sur les réseaux sociaux, les informations qui circulent, etc., c'est qu'il y a plein de gens super cultivés, super intelligents, super au fait, sans forcément être dans les théories du complot, qui se disent c'est la seule manière de faire réagir le système. Donc je vous envoie ça, c'est pas vraiment une question. Ce qui est vrai, c'est que on sent une violence exprimée dans l'espace public, mais quand on regarde la manière dont on vit, enfin la société est construite aujourd'hui, elle est d'une extrême violence. C'est quand même, on a quand même 11 millions de pauvres en France. C'est-à-dire qu'il y a 6 millions de personnes, ce qu'on appelle de travailleurs pauvres en France. Moi, quand j'étais gamin, quelqu'un qui travaillait, il n'était pas pauvre. Les seuls pauvres, c'était les gens qui ne travaillaient pas. Et le chômage était loin d'être celui qu'on a aujourd'hui. Donc, être travailleur pauvre, c'est une aberration. C'est-à-dire que on a des gens qui ont fait des études et qui se retrouvent à être travailleurs pauvres. Nous, à notre époque, lorsqu'on nous disait fais des études et ta vie professionnelle, ça sera garanti. Il n'y aura pas de problème, tu n'auras jamais de problème de job et tu vivras. Quand on était gamin, un salaire d'ouvrier nourrissait toute une famille et il partait en vacances tous les ans. C'est plus le cas aujourd'hui. Donc la société s'est radicalisée aussi dans sa construction même. Moi, quand j'étais gamin, les milliardaires, ils étaient saoudiens ou américains. Pas russes, parce qu'à l'époque on était encore à l'URSS, mais en tout cas ils le cachaient s'ils l'étaient, mais il n'y avait pas de milliardaires français. Aujourd'hui, il y a 11 millions de pauvres et il y a plusieurs milliardaires français. Moi j'ai rien contre les milliardaires, hein. Je dis simplement qu'il y a probablement un sentiment qu'il n'y a plus de destinée commune. Il n'y a plus, un peuple se doit de sentir qu'il appartient à un destin commun. Comme dans une entreprise. Et lorsque vous avez une diversité aussi importante, lorsque
vous avez des territoires entiers qui se sont désertifiés alors qu'il y avait des industries qui étaient là depuis des décennies et qui ont foutu tout le monde dehors pour quelques économies. On se pose la question également de où est la violence. Elle n'est pas dans ceux qui vont brûler des pneus ou fermer une usine, elle est peut-être aussi dans les décisions qui ont été prises de mettre tout le monde dehors et de sacrifier des territoires entiers. Vous avez des entreprises, il y a 10 ans, il y avait 1500 salariés, petit à petit, ils ont pris des sous-traitants, ils ont supprimé les postes, et à la fin, c'est 400 personnes qui sont licenciées, mais c'est des dizaines et des centaines de personnes sur le territoire qui vivaient également de cette entreprise. Donc il y a une vraie violence dans la structure même de la société dans laquelle nous vivons. Donc il y a aussi des expressions qui peuvent se retrouver être individuelles sur des gens qui sont en perte de sens et de repères. On peut aussi l'expliquer comme ça. Mais c'est là où le politique doit intervenir. Parce qu'effectivement, si le politique ne met pas du dialogue là où il y a de la colère et des bonnes raisons d'être en colère, et ben à un moment donné, les gens deviennent violents. On l'a vu avec cette révolte quand même des Gilets jaunes. À force de ne pas être entendus et de subir les sanctions et les punitions de tous côtés, de ne plus arriver à joindre les deux bouts, ben, ils se sont mis vraiment en colère. Souvenez-vous quand même qu'ils ont mis un peu le pays à feu et à sang pendant plusieurs mois. Mais est-ce qu'ils ont été entendus? Pas vraiment. Pas vraiment. On n'a pas su, à mon avis, instaurer un vrai dialogue, répondre à l'ensemble des questions posées, parce qu'il y avait beaucoup de questions. Ce n'était pas que la question de la taxe carbone, il y avait beaucoup de questions liées aux revenus. On voit revenir d'ailleurs, parce que cette question, par exemple, de la mal-rémunération de tout le personnel de santé, par exemple, c'était vraiment au cœur des Gilets jaunes. Beaucoup d'aides-soignantes, d'infirmières qui disaient « mais j'y arrive pas, moi, avec mon petit salaire, je n'arrive pas à joindre les deux bouts, j'habite à la campagne, il me faut la voiture, etc. » Bon, on voit que c'est pas vraiment résolu, donc... moi, j'ai le sentiment, en plus avec la pauvreté qui augmente maintenant qui peut augmenter de manière un peu incontrôlable, qu'on peut à tout moment repartir dans une explosion de violence comme ça qui va démarrer et de manière incontrôlée. Donc franchement, le manque de dialogue, et moi aujourd'hui, j'ai le sentiment que le gouvernement n'est pas vraiment à l'écoute. Et je le pratique d'assez près, puisqu'on a des réunions avec les différents membres du gouvernement très régulièrement, n'est pas vraiment à l'écoute des personnes les plus fragiles et des personnes les plus pauvres. Alors on fait des petites mesurettes à droite, à gauche, mais il n'y a pas une volonté structurelle de casser cette augmentation des inégalités et de la pauvreté. Non. Non. Alors c'est là où le rôle du politique est quand même central, sous forme, dans chaque pays et dans le multilatéralisme. Mais pour l'instant, on voit souvent des politiques qui sont absents. Pour parler de la culture du dialogue, on peut prendre deux exemples. Il y a eu la réforme du Code du travail, il y a eu plus d'1 million de personnes dans les rues et ça fait bouger personne. On a brûlé Paris avec les Gilets jaunes, on a lâché 10 milliards en quelques semaines. Et on peut parler de la même chose au niveau du dialogue social. La différence que nous avons entre la France et l'Allemagne, c'est que les organisations syndicales et patronales négocient pendant des semaines, des mois, ils se mettent d'accord, et une fois que ça passe par les cabinets ministériels, c'est complètement remanié, on y met ce qu'on veut, etc., et ça ne correspond plus du tout à la copie qui a été livrée. En Allemagne, ça ne se passe pas comme ça, c'est-à-dire qu'ils négocient, et de toute façon, l'État ne peut pas intervenir, de toute façon. Donc ce sont forcément les parties prenantes qui négocient. Donc nous n'avons plus cette culture, quelque part, de la confrontation, du dialogue, comme vous dites, du dialogue qui permet, quelque part, d'aboutir à quelque chose dont on a la certitude qu'il se mettra en place. Regardez ce qui s'est passé avec la Convention citoyenne. C'est la même chose. Je veux dire, alors déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on prend quand même 150 gus qui n'ont pas forcément tous fait l'ENA et vous sortent des idées qui n'auraient jamais pu être pondues par Bercy et les autres. Non, mais c'est intéressant. Ça ne montre pas que les gens sont intelligents ou pas intelligents. Ça montre simplement que lorsqu'on est en dehors des codes, lorsqu'on est en dehors des structures, on a une liberté, en fait, de penser qui est bien plus large. Et finalement, les 150, petit à petit, on est en train de rogner, on dit ouais, mais celle-ci, pas tout à fait, non, mais celle-ci bientôt, non, mais vous allez voir, non, mais là, le contexte ne permet pas, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que lorsqu'on donne l'expression à la démocratie, à la liberté d'expression, finalement, on n'est pas récompensé pour ça. Donc, ça peut être également, puis ce besoin d'appartenir. Moi, je pense qu'on a
Maffezoli parlait d'intertribalité, même si je ne partage pas du tout ses opinions politiques. Il n'empêche que ce qui est intéressant, cette notion d'intertribalité, d'appartenir à plusieurs tribus en même temps. Vous avez des gens qui appartiennent plus l'intertribalité. En fait, c'est appartenir à plusieurs tribus en même temps. Et autrefois, on appartenait à un groupe, peu importe social, de travail, etc., une entreprise. Aujourd'hui, c'est ce sentiment de devoir appartenir à plusieurs groupes en même temps, en simultané. Eh bien, si on parle de la radicalité religieuse, qui fait partie quand même des fléaux de notre société, hein, on a des jeunes qui sont complètement désemparés, souvent issus de familles également très déstructurées. Ils n'ont pas trouvé, à un moment donné, peut-être des personnes qui ont été capables de les amener à penser différemment, à les aider à trouver leur place dans la société, et vont petit à petit trouver d'autres personnes, par contre, qui vont les amener sur d'autres voies. Ils vont avoir l'impression d'exister. Et c'est le principe de la radicalité, c'est qu'on trouve des gens qui nous ressemblent, et on se trouve un espèce de maître également qui semble nous comprendre. Et quand on est en quête de héros, ben, c'est le malheur qui se pointe. Alors, on sent que vous partagez une certaine colère, hein, avec la personne qui a posé la question, enfin, qui a plutôt témoigné, hein, de ses convictions à elle. Alors, on doit s'arrêter parce que l'heure tourne, hein, et on a déjà dépassé l'heure. Mais est-ce que, je me disais, est-ce qu'on termine sur cette colère, ou bien est-ce que, enfin, peut-être, est-ce que vous avez un peu de parole d'espoir? Vous avez encore une question? Alors, allez-y. Une parole d'espoir. On verra la parole d'espoir après. Justement, par rapport à cette colère, qu'est-ce que les religions aujourd'hui disent? Alors, j'ai bien entendu Véronique, c'est vrai, il y a ce texte du pape sur la fraternité. Ça, c'est bien, c'est le pape qui parle. Les problèmes, c'est les gilets jaunes dans la rue. Et donc, comment on passe de la parole, dont on va considérer qu'elle est extrêmement positive du pape, aujourd'hui au moins pour les catholiques, à aujourd'hui, maintenant, ici, maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire faire advenir le royaume si ce n'est pas ici travailler? Et comment nos églises participent-elles? Comment invitent-elles l'ensemble des croyants, je vais dire, hein, de toutes les religions qui partagent cette notion de fraternité? Comment nos églises ici, aujourd'hui, prennent-elles leur part et aident-elles l'ensemble des croyants à participer à la construction de cette fraternité? J'avoue que j'ai une réponse assez négative et je n'ai pas l'impression qu'elle soit mieux que ce que tu viens de dire, Véronique, par rapport aux politiques. Alors, qu'est-ce que les religions peuvent apporter aujourd'hui dans une société en crise, avec des multiples crises et très graves? Et vous avez 2 minutes chacun. 2 minutes. Non, moi je voudrais témoigner de mon espérance, oui, parce que c'est vrai que j'ai de la colère, de l'inquiétude, etc., bon, de la révolte, mais j'ai surtout beaucoup d'espérance. Et effectivement, il faut le redire, pourquoi j'ai de l'espérance? Parce que au sein du secours catholique, aujourd'hui, mais je l'ai vu aussi dans le monde politique, plein d'initiatives formidables menées par des gens généreux, des jeunes, des moins jeunes, enfin des choses qui transforment vraiment le monde, mais de manière invisible, des petites initiatives, des petits jardins partagés, enfin des tas de choses absolument formidables qui vont vers plus de générosité, plus de rencontres, plus de liens, plus de partage. Et nous, on le vit aussi au quotidien au Secours catholique, et on voit que ce travail patient de relation avec les autres, de dialogue, de valorisation de chaque personne, de contact avec des personnes très fragiles, très pauvres, et qui se sentent tout d'un coup respectées, qui sentent qu'elles ont une parole à dire et que la parole compte et que justement elle va pénétrer, infuser dans l'espace public. Voilà, ça on le vit tous les jours et comme beaucoup d'autres associations, mais nous particulièrement Secours catholique, on est le service de l'Église catholique, donc c'est l'Église catholique qui agit à travers nous et qui quand même fait en sorte que ce dialogue, et notamment ce dialogue avec les plus pauvres, y vive au jour le jour, et je peux témoigner qu'il est très vivant, et donc c'est ça qui va changer le monde. Et moi, je reste fondamentalement pleine d'espérance, oui.
comme dit Pierre Rabhi, une forêt qui pousse fait moins de bruit qu'un arbre qui chute. Donc forcément, on va exprimer les points négatifs. Je pense que le rôle des religions, il est d'accompagner cette transformation du monde dans lequel nous sommes. Faire en sorte que chacun d'entre nous puisse accepter ce qui peut lui advenir, faire preuve de sérendipité, on dirait de manière générale, accepter l'incertain, l'accueillir et comment le transformer en opportunité de se transformer. Au point de bascule, on est toujours à se dire mais c'est vrai, on devrait changer, mais c'est pas possible. Lorsque il y a eu la fin de l'esclavage, c'était exactement ce type de question qui se posait, mais c'est pas possible. Gaël Giraud d'ailleurs le dit très bien. Dans ces moments de point de bascule, on voit non plus la moralité, parce qu'on commence à adhérer finalement à ce qui est en train de se transformer, au monde qui est en train d'arriver avec des valeurs un peu différentes. On sent bien que on est en phase avec ça, mais on se dit c'est pas possible. C'est pas possible parce que ça va générer des pertes d'emploi, je vais perdre ma maison, etc., etc. Je pense que le rôle des religions, il est là. Il est d'accompagner en disant mais finalement, oui, mais probablement que demain sera meilleur pour toi. Accepter. Dans le Coran, Dieu dit il vous arrive quelque chose de mauvais, mais peut-être que c'est un bien pour vous. Et peut-être qu'il vous arrive quelque chose de bien, mais peut-être que c'est pas bien pour vous. Je pense que ce questionnement, et je le disais au début, cette notion du rapport à la certitude, et laisser paraître l'incertain comme étant peut-être bienfaiteur pour demain, c'est probablement la voie qui peut être montrée par l'expérience, la connaissance, la profondeur de réflexion et de spiritualité que portent les religions. Voilà. Merci. Très bien, on va terminer sur l'incertitude, la sérendipité, peut-être aussi la résilience, espérons-le. En tout cas, merci à nos deux intervenants. C'était vraiment très très riche. Et puis, merci pour votre attention et à bientôt.